Alors, diarrhei kai basileie, c'est du grec ancien, divite ut regnes ou ut imperes. Ce sont les grandes devises venues de l'Antiquité sur la stratégie des États. C'est une stratégie donc qui a plus de 2000 ans d'âge. C'est que les États, du moins ceux qui ont une vision cynique des choses, appliquent dans leurs relations internationales et vis-à-vis de leurs adversaires un adage classique qui consiste à dire c'est diviser pour régner. On voit ici l'éducation d'Alexandre par Aristote. On a eu également à la Renaissance Machiavel qui, dans ses conseils, disait divide et impera, c'est-à-dire diviser pour régner. Les Français ont mis en œuvre cette politique avec notamment Richelieu et Mazarin qui étaient divisés pour régner. Alors, en anglais, ça se dit divide and conquer. Et vous savez que les Britanniques, les Anglais, ont toujours appliqué cette devise, notamment vis-à-vis du continent. Les Britanniques ont toujours eu la sainte crainte de voir le continent européen s'unifier contre elles. Donc contre le Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni a toujours essayé d'introduire un coin entre les puissances, notamment de temps en temps c'est arrivé soutenant la France contre les autres, à d'autres moments soutenant d'autres pays européens contre la France, par exemple pendant la guerre de succession d'Espagne de 1700 à 1713 qui se termine par le traité d'Utrecht, où les Anglais arriveront d'ailleurs à tirer le mélange du feu puisqu'ils prendront au passage le Gibraltar. Après la Seconde Guerre mondiale, ce divide and conquer a été repris à son compte par les États-Unis d'Amérique. Et on ne peut pas comprendre ce que cherchent les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire une hégémonie planétaire, si on méconnaît le fait qu'ils vont essayer d'appliquer ça un peu partout sur la planète. Alors, je suis pas là pour faire de l'histoire ancienne, je suis là pour faire de la prospective, mais je vais vous donner deux exemples que tout le monde a à l'esprit, bien sûr. C'est le démembrement de la Yougoslavie, qui a duré quand même de 1991 à 2006. Ça a duré quand même très longtemps. 2006, c'est lorsque le Kosovo est devenu indépendant. Mais entre-temps, les États-Unis d'Amérique, vous le savez, sont intervenus pour jeter de l'huile sur le feu, pour aboutir à la dislocation de la Yougoslavie. Évidemment, l'intérêt de disloquer les États, c'est que face à une poussière d'États, c'est ce qu'avaient bien compris Richelieu et Mazarin, eh bien, c'est ce qui a permis d'avoir la France du grand siècle. On n'aurait pas eu, la France n'aurait pas été la première puissance de l'Europe et peut-être même du monde sous Louis XIV et sous Louis XV si la France n'avait eu affaire à un ennemi uni. On prête, vous savez, ce mot à François Mauriac, qui était un conseiller de Gaulle, qui parlait après la Seconde Guerre mondiale et qui parlait des deux Allemagnes. Il disait « J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux ». Vous connaissez cette petite anecdote. Alors, bon, les États-Unis ont participé au démembrement de la Yougoslavie. Ils ont participé au démembrement du Soudan avec le Sud-Soudan en 2011. Ils ont participé à beaucoup de démembrements. Je ne vais pas faire de l'histoire. Mais l'objectif de mon propos, c'est de poser la question. Et aujourd'hui, ils font quoi, les États-Unis ? Alors, déjà, je voudrais attirer votre attention sur ce discours absolument sensationnel du général Wesley Clark, qui était un général 4 étoiles, retraité des forces armées des États-Unis, lors d'une conférence qu'il a donnée à San Francisco le 3 octobre 2007. Vous trouverez d'ailleurs cette conférence en film sur Internet. Il a mis les pieds dans le plat, puisqu'il a affirmé que 10 jours après les attentats du 11 septembre, les invasions de l'Irak, de la Libye et de plusieurs autres pays du Moyen-Orient avaient déjà été planifiées. Et dans cette vidéo qui existe, que vous trouverez, sous-titrée en français, il a dit « Des types impitoyables ont pris la direction de notre politique étrangère ». Et Wesley Clark a précisé que le plan américain après le 11 septembre, c'était d'envahir 7 pays et de les morceler, de les démembrer, ou également, ça c'est quelque chose qui est important à comprendre, de laisser les États dans une situation de conflit de basse intensité, comme on dit. C'est-à-dire, on ruine l'appareil d'État, on organise une espèce d'anarchie des seigneurs de la guerre,
Et c'est exactement ce qui s'est passé en Libye, c'est ce qui s'est passé en Afghanistan, c'est ce qui s'est passé en Irak, c'est ce qui se passe en partie en Syrie. Ces conflits de basse intensité qui permettent en fait d'annihiler l'existence même d'un État qui est perclus de ses problèmes internes. On peut d'ailleurs se poser la question de savoir si l'objectif des États-Unis n'est pas justement sur ce conflit ukrainien d'avoir, au bout du compte, un conflit qui s'éternise, qui épuise les ressources des Russes, qui fasse un État qui soit en permanence en conflit avec lui-même, victime d'une espèce de guerre civile larvée. C'est évidemment des États qui sont la proie facile de toutes les mafias du monde, de toutes les corruptions possibles, de tous les circuits d'armes et de trafics divers et variés. Il suffit de voir par exemple ce qui est devenu le Kosovo également. Alors, dans la foulée de Wesley Clark, on a vu apparaître des cartes qui avaient été faites notamment par des associations de vétérans des États-Unis qui proposaient le remodelage et la fragmentation du nouveau Moyen-Orient. Vous connaissez peut-être cette carte qui est intéressante. Alors, je ne dis pas, qu'on comprenne bien, je ne dis pas que c'est le projet du département d'État des États-Unis d'Amérique. Je dis que ça fait partie de ce genre de projet, de ce genre de réflexion qui circule dans les associations d'anciens combattants, dans les think tanks, dans les cercles de réflexion. Vous savez qu'il y en a pléthore aux États-Unis, mais qui veulent bien dire ce que ça veut dire. Et vous voyez que dans ce projet assez grandiose, si on veut le présenter de façon positive, assez délirant, si on veut le présenter de façon négative, vous voyez que là-dedans, eh bien, on taille, on rogne, on tranche forfaitairement dans des pays qui sont des pays qui ont une existence très ancienne, même s'ils ont, pour la plupart d'entre eux, ce sont des démembrements de l'Empire ottoman après la fin de l'Empire ottoman, avec la fin de la Première Guerre mondiale. Vous noterez quand même sur cette carte, alors je ne vais pas la commenter, vous l'avez vu, vous la voyez tous, vous noterez quand même ces choses intéressantes, c'est que il y a des pays qui gagnent comment dirais-je, des territoires et d'autres qui en perdent. Et notamment ceux qui font les frais de ce projet qui a été sorti dans un journal des forces armées américaines. Hein, je ne vous parle pas, c'est pas un quidam qui a sorti ça sur son blog. Vous notez que la Turquie, la Syrie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Afghanistan font partie des pays qui étaient en partie démembrés par ce projet. Vous noterez aussi, au passage, je fais un peu un saut en avant, vous noterez que la Turquie, la Syrie, l'Arabie Saoudite, l'Iran et l'Afghanistan font partie justement des pays qui sont hostiles en ce moment à la politique américaine. Vous noterez notamment ce positionnement assez extraordinaire de la Turquie qui, tout en étant membre de l'OTAN, commerce largement et soutient d'une certaine façon Vladimir Poutine. Pourquoi le fait-il ? Plus étonnant peut-être encore, c'est la position de l'Arabie Saoudite avec Mohammed Ben Salman, qui est donc le prince héritier, enfin celui qui tient les rênes du royaume wahhabite, qui ont considéré en général que l'Arabie Saoudite était la 51e ou 52e étoile des États-Unis. Je dis ça parce que la 51e c'est Israël, et la 52e c'est l'Arabie Saoudite, et puis la 67e c'est la France. Il y a quand même ce positionnement assez dingue de l'Arabie Saoudite, qui normalement était un allié. Il y a quand même 40 000 soldats américains en Arabie Saoudite. Le fait que l'Arabie Saoudite et que Mohammed Ben Salman se rapprochent de la Russie veut dire qu'il a peut-être compris qu'il risquait, si j'ose dire, comme les Turcs, de passer à la casserole de ce remodelage et de cette pulvérisation des États poursuivis par l'oncle Sam. Il y a le remodelage des États-nations d'Europe. Alors je ne vais pas ici vous parler de l'Union européenne, vous savez que c'est quand même mon dada depuis 15 ans. Je vous renvoie quand même à ma conférence qui s'appelle « La politique des euro-régions ». Et je vous présente, je vous rappelle cette carte qui circule au Parlement européen, qui émanait des Verts, notamment des Verts allemands. Les Verts allemands étant toujours un petit peu vert de gris d'ailleurs. Les Verts allemands qui
avec les Grünen et avec la Free Alliance, a fait cette carte, l'air de rien, comme si de rien n'était. Mais si vous regardez d'un peu plus près, il s'agit de correspondre aux peuples d'Europe, à leur langue, etc., etc. Mais si vous regardez de près, vous êtes sidéré de voir qu'il y a un pays, que beaucoup de pays sont pulvérisés. Notez d'ailleurs que les Verts allemands ont strictement maintenu l'Ukraine in bonis, donc ils n'ont pas l'air de savoir que tout le sud-ouest de l'Ukraine est russophone et russophile. En revanche, ils ont une connaissance très précise de la carte de la France, puisqu'ils ont séparé la Bretagne, Bresse. Ils séparent également l'Alsace. Ils séparent l'Occitanie. Ils ont la précision qui va jusqu'à raccrocher à la Catalogne le département français des Pyrénées-Orientales, ce qui est une revendication des indépendantistes catalans, dont je rappelle qu'ils ont quand même une antenne à Bruxelles, à 300 mètres du Berlaymont, enfin du bâtiment de la Commission européenne. Il y a un linéaire de 50 mètres sur la représentation de la Catalogne indépendante. Il montre également que le Pays Vascos mord sur le département français des Pyrénées-Atlantiques. Et puis, il y a la division entre l'Occitanie et puis les pays de langue d'oïl. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez que la même chose arrive malheureusement à l'Espagne, avec la Catalogne, Andalusia, Galicia, etc., etc., le nord de l'Italie, le Royaume-Uni également. Vous avez peut-être noté, je ne sais pas si vous le savez, que le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Union européenne. Ça s'appelle le Brexit. Et vous savez aussi que les Écossais, eux, utilisent l'Union européenne en disant non, non, nous, on veut rester dans l'Union européenne, mais en devenant indépendants. Cette carte correspond quand même à pas mal de choses. Vous noterez aussi dans cette carte que, eh bien, il y a des morceaux de la Russie proches de la Finlande qui devraient être agrégés à la Finlande. Cette carte, elle est tout à fait extraordinaire aussi quand on y réfléchit. C'est que finalement, le seul pays qui tire son épingle du jeu, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui sera, puisqu'on parle des pays avec des peuples et des mêmes langues. Vous notez notamment que l'Allemagne met la main sur l'Autriche. Alors, ça a déjà été fait. Hein. Voilà. Il y a aussi, ça raboyote un petit peu l'ouest de la République tchèque. Ça s'appelle die Sudeten. Ça a aussi été fait, d'ailleurs. Et puis même un morceau de Schlesien, de la Silésie polonaise. Bon. J'attire votre attention quand même là-dessus, parce que vous allez voir que ma présentation est quand même assez construite. C'est que si vous regardez de près, vous verrez que l'Alsace donc a été retirée. Or, vous savez que pour une raison mystérieuse, François Hollande, qui d'habitude dort du sommeil du juste, François Hollande avait fait un référendum en 2013 pour proposer aux Alsaciens de supprimer les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et de créer une Alsace, une région Alsace sui generis, comme on dit. Les contraintes étaient qu'il fallait que les deux départements votassent à plus de 25% de participation et majoritairement dans les deux. En réalité, il n'y a qu'une seule des conditions qui a été remplie sur les quatre parce que ça n'intéressait pas les Alsaciens. Il n'y a pas eu de 25% de participation. Et il n'y a que les habitants du Bas-Rhin qui ont voté pour. Les habitants du Haut-Rhin de Colmar n'ont pas voulu. Moi, on était allé, on avait manifesté sur le terrain. Et ils avaient dit non, non, mais c'est encore Strasbourg qui va tout avoir. En tout cas, je vous signale que M. Macron, malgré ce référendum où les Alsaciens ont dit non, nous l'a imposé quand même, en passant par les parlementaires. De telle sorte que si aujourd'hui vous allez en Alsace, il n'y a plus de drapeau français. Vous avez le drapeau blanc et rouge de l'Alsace et vous avez les drapeaux européens. Point barre. Si ça ne correspond pas à un début de démembrement, c'est de quoi s'agit-il ? Il y a aussi la fragmentation de la Chine qui est prévue au programme. Et si vous vous intéressez à des cartes qui circulent, notamment aux États-Unis d'Amérique, vous découvrirez notamment cette carte-là, où vous avez l'île de Taïwan. Alors je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu des petits incidents récents à Taïwan. Parce que sans personne, tout allait très bien en définitive.
Moi, je connais quand même, j'ai accompagné Jacques Chirac plusieurs fois en Chine. Enfin, j'ai rencontré les dirigeants chinois au plus haut niveau, le président Chiang Kai-shek. Les Chinois, ils ont un souci numéro un, c'est de préserver leur honneur, de préserver la face. Mian, ça se dit en chinois. À partir du moment où vous respectez un certain nombre de règles, vous pouvez négocier. On passe par la porte de derrière, comme on dit en chinois. Donc les Chinois sont pas en désaccord avec le fait que les Américains, les Français, le monde entier continuent à avoir des relations avec Taïwan. D'ailleurs, pourquoi le serait-il? Puisqu'ils sont les premiers. Les échanges entre Taïwan et la Chine continentale sont spectaculaires, c'est énorme. Il y avait même des liens de familiaux, en fait, entre la veuve de Chiang Kai-shek et le président Liu Shaoqi de la République populaire de Chine. Enfin bref, donc c'était une affaire à la chinoise. Simplement, ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on essaie de promouvoir l'indépendance de Taïwan. Ce qui n'était pas d'ailleurs au programme du Kuomintang. Lorsque Chiang Kai-shek s'est rendu à Taïwan en 1947, 49, au moment où il y a eu la proclamation de la République populaire de Chine, on parlait de l'île de Formose, on parlait de la Chine nationaliste, mais le projet de Chiang Kai-shek, c'était bien de réunifier la Chine sous sa houlette. Pareil pour Mao Tse-tung, qui voulait réunifier la Chine sous sa houlette à lui. Mais les deux étaient d'accord sur l'objectif d'une union. Ce qui est nouveau, c'est que depuis quelques années, les Américains ont fait créer un parti indépendantiste taïwanais. De la même façon que vous entendez régulièrement parler du Tibet, c'est nouveau, parce que le Tibet, on en parle quand même depuis les années 50. En revanche, les Ouïghours, on en parle depuis beaucoup moins longtemps. On en parle depuis 7-8 ans. Voilà. On ne parle pas encore beaucoup de la Mongolie extérieure, mais ça va arriver. Il y a d'autres cartes qui circulent. Celle-là, c'est la plus courante. Il y en a qui s'intéressent aux populations qui sont au sud, dans le Yunnan, qui tangentent le nord de la Birmanie. Il y aurait, paraît-il, des mouvements indépendantistes. Voilà. Alors ça, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tout ça, je ne dis pas, attention, qu'on me comprenne bien, je ne dis pas que la situation des Tibétains est merveilleuse, que la situation des Ouïghours est extraordinaire, etc. Je ne prends pas un parti nécessairement là-dessus. Bon. Je pense quand même que l'on exagère très largement dans les médias occidentaux la situation. Quand on parle de génocide des Ouïghours, j'allais dire je demande à voir. Non, justement, je ne demande pas à voir. Mais j'ai quand même du mal à le croire pour une simple raison, c'est que la politique de Pékin depuis des années, ils ont changé récemment, c'était la politique de l'enfant unique. Puisque c'était c'est toujours le pays le plus peuplé du monde, même s'il va être dépassé par l'Inde dans quelques années, dans 2-3 ans. Mais avec 1,450 milliard d'habitants, c'est le pays le plus peuplé du monde. Donc le gouvernement de Pékin a eu une politique pendant très très longtemps d'enfant unique, mais uniquement pour l'ethnie Han, c'est-à-dire 92% de la population. En revanche, les 8% de citoyens chinois qui ne sont pas de l'ethnie majoritaire, notamment les Tibétains, notamment les Ouïghours, eux n'étaient pas astreints à la politique de l'enfant unique. Ils ont donc eu une natalité extraordinaire et explosive. Donc leur pourcentage dans la population chinoise n'a fait qu'augmenter. Alors qu'il y ait des camps de rééducation, ça c'est possible, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain aussi, c'est que derrière ça, il y a une puissance qui pousse à la fragmentation. Vous savez, je pense que je ne vais quand même pas vous faire tomber des nues si je vous apprends que le Dalai Lama est marge sur le payroll de la CIA et toute la famille de M. Tenzin Gyatso. Quant aux Ouïghours, vous connaissez certainement cette... Non, peut-être pas, elle est moins connue, c'est Madame Rebia Kader. Rebia Kader, elle a été pendant des années la présidente du World Uyghur Congress, le congrès mondial des Ouïghours, et elle vivait tout ça aux États-Unis. C'est assez pratique. Elle faisait des conférences de presse depuis les États-Unis. On la voit ici d'ailleurs reçue. Ah oui, tout à l'heure j'ai oublié de commenter la photo du Dalai Lama avec George Bush, qu'il a trouvé un type extraordinaire. Enfin, bon, je croyais quand même que le bouddhisme tibétain consistait à promouvoir, entre autres choses, le noble octuple sentier, la paix, la non-violence. Bon. Il a refusé d'ailleurs de condamner, le Dalai Lama a refusé de condamner les actions
notamment de George Bush, les actions notamment en Irak. Quant à Rabia Kader, on la voit ici en bonne compagnie, puisqu'elle a été reçue aussi par George W. Bush à la Maison-Blanche. C'était, d'après ce que j'ai trouvé, c'était en 2008. Pourquoi, finalement, le président des États-Unis reçoit-il cette dame? Pourquoi? Donc, on voit bien qu'il y a... Alors maintenant, elle n'est plus... elle a changé, hein, parce que, je sais pas... Elle a été pendant 11 ans, de 2006 à 2017. Donc maintenant, son successeur vit en Allemagne fédérale. Mais enfin, bon, ces mouvements sont soutenus par l'étranger. Alors je le dis d'autant plus parce qu'on va parler certainement du président Poutine et du gouvernement russe. Lorsque le gouvernement russe a décidé qu'il y avait des agents de l'étranger, de les nommer agents de l'étranger, ça fait en France l'objet d'un scandale absolu. C'est pourtant la vérité. Quand vous avez le Dalai Lama et puis toute la Smala qui émarge sur le payroll de la CIA, c'est quoi? Voilà. C'est quand même la vérité. Alors, on arrive à ce pourquoi vous êtes venu écouter. Ben, c'est qu'il y a aussi un projet de fragmentation de la Russie. La fragmentation de la Russie, il a commencé, vous le savez mieux que moi, par la désintégration de l'Union soviétique, qui est une catastrophe géopolitique extraordinaire, en fait. Et si je connais bien les Russes, beaucoup de Russes reprochent à Gorbatchev, paix à son âme, d'avoir été quelqu'un qui a laissé se désintégrer l'héritage millénaire des tsars. Parce qu'au bout du compte, le communisme, quand il se retire, eh bien, il a laissé la désintégration de l'Empire qui avait été constitué au cours des siècles, notamment à partir de 1654, avec le traité de Péréoslav, qui rattache la Rousse de Kiev à l'Empire des tsars. À partir de ce moment-là, on parlera de l'empire du tsar de toutes les Russies, mais aussi toutes les conquêtes, notamment faites par Nicolas Ier en Asie centrale, et donc tous ces États, ces 15 États qui sont sortis de la désintégration de l'URSS. Il est d'ailleurs notable que dans un pays comme par exemple la Lituanie, le père de l'indépendance de la Lituanie, je crois que c'est le premier pays qui a demandé son indépendance en utilisant l'article de la Constitution Brejnev de 1977 qui reconnaissait aux républiques socialistes soviétiques le droit à l'indépendance. Le premier, c'était M. Vytautas Landsbergis, qui c'est son petit-fils actuellement, qui est ministre des Affaires étrangères. C'est des dynasties. Hein. Dans tous ces pays baltes, en fait, ce sont des dynasties qui sont extrêmement anticommunistes. C'est comme en Estonie également, c'était comment il s'appelait son nom m'échappe sur le moment. Enfin, la première ministre actuelle, ou la présidente de la République d'Estonie, est la fille ou la petite-fille de celui qui était gouverneur de la Banque centrale d'Estonie, puis ensuite est devenu commissaire du temps de l'Union soviétique, est devenu commissaire européen. Donc, l'Union soviétique s'est désintégrée. Mais il ne faut pas croire que l'idée est de rester là. Je vais vous montrer ici une carte qui date d'il y a quand même un certain temps. C'était les projets de la CIA. Enfin, c'est comment la CIA voyait, anticipait la désintégration de la Russie à l'horizon de 2015. Bon, ça n'a pas eu lieu, hein, vous l'avez peut-être noté, ça existe toujours. Mais il y a quand même des réflexions avec Sévéoslav, il y a les Slaves du Nord, la République de Moscou, l'Idel-Oural, la République de l'Oural, Fédération soviétique, la Tcherkassy, le Caucase, la République sibérienne, la Fédération du Baïkal. Ça fait partie de ces anticipations qui sont réfléchies aux États-Unis sur comment se débarrasser en fait de tous ceux qui peuvent faire un peu d'ombre en fait à l'oncle Sam. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors ça, c'était en 2015. Et c'est pourquoi je voulais vous parler, c'est que les projets en 2022 se sont affinés. Et ce que je vous dis là, c'est pas que j'ai des relations extraordinaires avec les services de renseignement. Hein. Il suffit d'aller se renseigner un peu d'habileté dans la recherche, et puis avoir l'intuition de ce que l'on va rechercher, mais on trouve. Il y a actuellement des projets, et il y a un projet
qui a fait partie, qui a été présenté d'ailleurs dans le Kyiv KYIV Post, hein, c'est le Kiev Post, un journal. C'était récemment, c'était au mois de mars, qui est celui-ci, qui représente. Vous voyez que c'est pas tout à fait le même que celui de la CIA de 2015. Il est affiné, la morcellisation est supérieure. C'est le journal le Kiev Post qui a rendu compte en fait d'une réunion qui s'est tenue, une réunion d'une association qui s'appelle le Free Nations of Russia Forum. C'est le Forum des Nations libres de Russie. Alors, cette association part du principe qu'il y a 144 millions d'habitants en Russie, mais qu'il s'agit d'un peuple qui n'a pas procédé au nécessaire désimpérialisation, décolonisation, etc., etc. Et l'idée de ce Forum des Nations libres de Russie, les objectifs sont les suivants. Et voilà, il y a les objectifs du Forum sont la reconstruction et la transformation structurelle de la Russie, du développement économique et politique et des régions et des autonomies, excusez-moi, la pleine mise en œuvre des droits civils et des libertés et le bien-être social des habitants. Les participants au forum développent des approches pour la nation, les États-nations indépendants post-Poutine, hein, avec des administrations de transition. Voilà. Ils réfléchissent à la façon d'éviter un effondrement trop rapide dans les secteurs clés. Ça comprend notamment la question de la démilitarisation de l'arsenal nucléaire. Il s'agit de bâtir une nouvelle architecture de sécurité collective européenne. Et il s'agit également d'assurer la coexistence de ces nouvelles républiques qui seront issues du démembrement de la Russie avec leurs voisins. Donc parmi les objectifs principaux du forum, il y a la déimpérialisation et décolonisation, la dépoutinisation et dénazification, la démilitarisation et la dénucléarisation, et puis les changements économiques et sociaux. Alors, vous allez me dire que ce truc, c'est un truc un peu désilluminé, mais pas du tout. Pas du tout. Le président, c'est un Lituanien qui s'appelle Andrius Almanis, qui était né en URSS, qui n'était pas né en Lituanie. Il a tenu un premier forum les 8 et 9 mai 2002 à Varsovie. Et il y a eu un deuxième forum qui s'est tenu donc le 23 juillet, à Prague, donc il y a quelques semaines. C'est de là d'ailleurs que viennent les articles de journaux que je vous montrais. Le président, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est un ancien, je crois, forestier. Je sais pas, ingénieur forestier. Bon, j'ai pas trouvé des choses, mais peut-être qu'il y a des services qui sont mieux équipés que moi pour savoir de qui il s'agit. En revanche, j'ai trouvé pléthore. De toute façon, un président d'une association, en général, c'est quelqu'un, sauf à l'UPR, mais en général, c'est quelqu'un qui surveille les choses d'un petit peu haut, et puis c'est le directeur général qui fait tout. Bon. Donc il faut s'intéresser plutôt au directeur général. Le directeur général, il s'appelle Vadim Stepa. On va pas le jeter d'ailleurs, Vadim Stepa. Vadim Stepa, j'ai regardé un petit peu de quoi il retourne. Alors lui aussi, il vit en Lettonie, je crois. Mais surtout quand vous grattez, c'est pas très difficile, hein, il suffit d'aller gratter. Vous allez déjà sur sa note Wikipédia, vous tapez son nom, vous tapez par hasard des mots-codes, des mots-clés pour voir si ça marche, et puis ça marche, justement. Donc en fait, Vadim Stepa est financé par la Jamestown Foundation. La Jamestown Foundation, qui est une organisation, une association américaine, qui vise notamment à assurer la libéralisation des pays sortis du communisme. Alors, à partir du moment où il y a eu l'effondrement du camp socialiste et de l'URSS, ça s'était mis un petit peu en veilleuse, et d'un seul coup, ils ont trouvé un nouveau cheval de bataille. Elle a partie liée, cette Jamestown Foundation, avec Freedom House, qui est également une association américaine qui essaie d'organiser et de promouvoir
justement des mouvements veillant à la développement de la société civile, faire valoir l'intérêt de la reviviscence des traditions nationales, etc. Derrière tout ceci, vous avez, alors ça ne se cache même pas, la NED, la National Endowment for Democracy, qui, comme vous le savez, a remplacé la CIA. Je ne fantasme pas, tout le monde le sait. Enfin, tous les gens qui veulent bien se renseigner, même sur Wikipédia, taper NED, c'est devenu le faux nez de la CIA. La CIA s'est recentrée. Vous savez qu'il y a quand même 14 agences du renseignement aux États-Unis. Donc la CIA a fait d'autres actions. Mais tout ce qui est le soft power, les travaux d'influence, travailler les sociétés, développer des associations, etc., c'est la National Endowment for Democracy. Ce sont des fonds publics américains. Le truc de Prague dont je vais vous parler est financé par des fonds publics de l'État américain, de l'État fédéral. C'est pas de la gnognotte, ce que je vous dis, les cartes là, que je vous montre. Il y a aussi une association, alors ça je ne la connaissais pas, c'est une nouvelle, qui s'appelle la Sky Family Foundation. Bon, pourquoi pas. Mais derrière cette Sky Family Foundation, eh bien, on s'aperçoit qu'elle a des liens. Elle est fait un peu une espèce de paravent avec quelqu'un qui peut-être vous dit peut-être quelque chose, qui s'appelle Monsieur Soros. C'est un Hongrois, enfin un Américain d'origine hongroise, qui finance tout ceci. Tout ce BINS est financé par de cette façon. Alors, je vous signale que ce Vadim Stepa, il circule en Europe, et j'ai trouvé notamment, ça c'est intéressant, il a des liens avec le mouvement autonomiste Alsace d'abord, Unserland. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai dit on reviendra sur l'histoire de l'Alsace. Eh bien voilà, et on le voit ici, c'était il y a une dizaine d'années. Il était en contact avec donc Vadim Stepa, journaliste, essayiste, théoricien du régionalisme. Voilà, il vient de l'Hongrie et de la Carélie. Et donc il vient soutenir le combat des régionalistes d'Alsace d'abord, qui veulent une autonomie de plus en plus importante de l'Alsace, et pour que l'Alsace puisse traiter directement avec l'Union européenne, ce que M. Hollande puis M. Macron ont fait. Ils ont fait la même chose d'ailleurs avec la Corse. Donc vous voyez que c'est quelque chose, il y a quand même derrière des similitudes. Il y a quand même... Alors on va dire que je suis complotiste et conspirationniste, mais enfin ça fait 15 ans qu'on me le dit. Bon, pour l'instant, les événements me donnent raison, donc jusque-là ça va. Mais ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui fait du mastermind derrière, qui réfléchit à tout ça. Alors maintenant, ce deuxième forum a eu lieu le 22-24 juillet 2022 à Prague. On n'en a pas beaucoup parlé dans les grands médias français, c'est le moins que l'on puisse dire. Silence radio. Ça a quand même duré 3 jours et j'ai trouvé un long article de journal que j'ai décortiqué. Alors je vous rassure, je ne parle... Enfin, je ne sais pas si je vous rassure. Enfin bon, bref, je ne parle pas l'ukrainien. Voilà. Et je ne parle pas non plus le russe. En revanche, je sais utiliser Google Traduction. Bon. C'est un journal qui est paru sur le site de 24 TV Ukrainia, c'est-à-dire une des grandes chaînes de télévision ukrainiennes. Et qui rend compte de ce deuxième forum. Vous voyez d'ailleurs la carte là, qui est dans l'article. Alors, qu'est-ce qu'il est inscrit dans cet article ? Le titre « Élites et intellectuels se préparent à la disparition de la Russie de la carte du monde. Quel est le rôle de l'Ukraine ?» Financé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Ce serait bien quand même qu'on le montre aux Français, ça. Alors, on va lire. Donc c'est la traduction. Le Forum des peuples libres de Russie se déroule à Prague. L'événement vise à faire savoir à nos amis occidentaux à quel point il sera plus facile pour le monde de se redresser lorsque la Russie s'effondrera. L'organisateur était l'Institut letton des régions de Russie. On me demande ce qu'il vient faire là. Enfin, c'est un pays membre de l'Union européenne, à qui d'ailleurs nous donnons grassement des fonds. La Lettonie, par ailleurs, comme vous le savez, célébrant chaque année les Waffen-SS, officiellement. Les représentants de l'Institut ont tendance à croire que c'est maintenant le meilleur moment pour commencer à agir activement et à changer la situation.
L'Institut est convaincu que les peuples libres de Russie ont un droit complet à leurs propres États nationaux et le droit de posséder et de disposer de ces ressources naturelles et autres avantages qui sont caractéristiques de leur république. Le député ukrainien du parti présidentiel Oleg Dunda faisait partie donc de ce forum, a expliqué le but du forum dans une liaison vidéo depuis Prague jusqu'au site web de Channel 24 en Ukraine que je viens de vous montrer. Donc a dit ce député qui est réputé proche de Zelensky, nous devons faire comprendre au monde l'extrême nécessité de la disparition de la Russie en tant qu'État. Il a souligné l'importance de former dans la conscience collective de l'Occident l'attitude selon laquelle la Russie doit inévitablement disparaître de la surface de la Terre. Au moins, c'est ce qui s'appelle jouer franc jeu. Selon le député ukrainien du parti de Zelensky, je le cite, « Le rôle de l'Ukraine dans le processus de désintégration de la Russie devrait être de créer toutes les conditions nécessaires à la préparation de formations paramilitaires et d'agitateurs éclaireurs sur son territoire pour de nouvelles activités subversives réussies, en plus de celles déjà sur le territoire russe. » Vous voyez, il y a des gens qui sont là, et ils sont comme vous en ce moment, ils écoutent pieusement le truc, voilà. On apprend, en lisant cet article, qu'il y avait plusieurs personnalités qui étaient présentes. Pavlo Klimkin, Tamila Tacheva. Alors ceux qui sont en jaune, je vais vous faire un petit topo sur eux après. Yeven Magda. Alors ça, j'ai regardé, c'est un analyste politique ukrainien, bon, pro-Ukraine, mais bon, qui est un analyste politique. Wojciech Pokora, qui est un acteur du cinéma polonais à la retraite. Mariusz Pilis, qui est un réalisateur polonais. Andrius Almanis, c'est le président de ce forum, je vous ai dit qu'il était lituanien. Edward Lucas, c'est un Britannique qui est un universitaire et un journaliste, et qui a voulu se présenter, enfin qui se présentera en 2024 sous l'étiquette du Parti libéral au Royaume-Uni. Et enfin, Paul Massaro des États-Unis. Alors, qui sont ces personnalités qui ont participé à ce... c'est un brûlot, ce forum. C'est quand même... Alors, Pavlo Klimkin, c'est pas de la gnognotte. Il a été ministre ukrainien des Affaires étrangères de 2014 à 2019 sous la présidence Porochenko. Auparavant, il avait été ambassadeur en Allemagne. Il a été le responsable des négociations pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne pendant de nombreuses années. Donc, il connaît très bien les arcanes bruxelloises. On le voit ici d'ailleurs le 20 juin 2017 avec le président Porochenko à la Maison-Blanche, reçu par le président Donald Trump. Donc on ne peut pas dire quand même que ce sont des illuminés. C'est quand même quelqu'un qui a été ministre des Affaires étrangères pendant 5 ans de la République socialiste de la République d'Ukraine et qui participe à ce genre de forum. La deuxième personne sur laquelle j'attire votre attention, c'est Tamila Tacheva, qui est née dans une famille de Tatars de Crimée déportés par Staline, activiste ukrainienne, a participé à la Révolution orange et a organisé les manifestations en Crimée. Et aujourd'hui, elle est officiellement représentante permanente du président ukrainien, Zelensky, dans la République autonome de Crimée. Je ne sais pas si elle a beaucoup l'occasion d'y mettre les pieds. C'est peut-être un petit peu lorsque c'est le pape qui avait nommé, je crois, Monseigneur Gaillot, évêque d'un évêché en Mauritanie qui a disparu depuis le VIe siècle après Jésus-Christ. Mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui est une activiste. Et puis, la troisième personne, c'est Paul Massaro. Donc, Paul Massaro III, il est le conseiller politique principal pour la Commission américaine sur la sécurité et la coopération en Europe. C'est un Américain, c'est un fonctionnaire américain qui a une position assez éminente puisqu'il est donc l'un des principaux conseillers politiques de la commission qui suit les affaires de l'OSCE à Washington. Et c'est à lui que l'on doit l'appel qui a été fait, et il a réussi à convaincre les autorités de Washington d'envoyer davantage de missiles HIMARS, des missiles à longue portée. Il voulait également autoriser les frappes contre les bases militaires en Russie ou Bélarus à 80 km. Et c'est Joe Biden qui, paraît-il, a mis le haut là. Vous avez suivi ça peut-être dans la presse. Enfin, le type, c'est un type qui a 31 ans, c'est lui.
Et donc il fait partie de ce forum. Alors, la carte du démembrement de la Russie, je vous l'ai montré, j'y reviens, présentée lors du Forum des Nations libres de Prague. Donc vous voyez qu'il y a... elles ont chacune leur drapeau. On peut entrer dans le détail, mais enfin vous avez compris en gros ce dont il s'agit. Voilà. Alors, la conclusion de mon propos, vous voyez que je n'aurais quand même finalement pas été si long que ça. La conclusion de mon propos, et encore une fois, j'essaie de me mettre dans la position, moi je ne suis pas russe. J'ai de la sympathie, de l'affection pour le monde russe, pour la population russe, pour le peuple russe, pour l'histoire russe, pour la littérature russe, etc. Moi, quand j'étais petit, j'avais un grand-père qui m'expliquait que c'était grâce aux Russes qu'Hitler avait été battu. Bon, ce qui est vrai. Ah, maintenant, on explique aux Français que ce sont les Américains qui auraient battu Hitler, ce qui n'est pas vrai. Enfin bref, moi j'ai de la sympathie pour les Russes, mais j'ai encore plus de sympathie, si j'ose dire, pour mon propre pays. Et donc j'essaie de voir de façon honnête. Voilà. Je me dis quand même que lorsque je regarde tout ça, je dis il y a quelque chose qui ne va pas. D'abord, ce qui ne va pas, c'est que ce soit François Asselineau qui, plusieurs mois après le déclenchement, soit obligé de faire des conférences pour expliquer ce qui se passe. Que font les journalistes français ? Tout ce que je vous ai montré là, je l'ai trouvé en passant quelques heures à chercher sur Internet, en fouinant, parce que j'ai de l'intuition. Qu'est-ce qu'ils font ? On est dans une situation maintenant où, en fait, on a l'impression que... et que font d'ailleurs les autres partis politiques français, d'ailleurs, soit dit en passant. On a l'impression, en fait, que... Par moments, je me dis, je suis le seul journaliste, en fait. Parce que lorsque l'on comprend qu'il y a derrière la première puissance mondiale, en tout cas financière, enfin ça se discute, mais bon, les États-Unis d'Amérique, qui ont une politique avérée, déterminée, d'aller démanteler tous les États qui le gênent, quand on voit les projets qui sont exposés en public, avec des personnalités officielles du gouvernement américain ou du gouvernement ukrainien, c'est quand même pas tout à fait normal, c'est même scandaleux, qu'il y ait personne qui explique aux Français, c'est peut-être un peu plus compliqué que ce que l'on vous raconte, que ce qu'on raconte aux enfants des écoles. Donc le premier problème, je pense que le gouvernement russe et le président Poutine se sont trouvés face à un choix cornélien qui va au-delà, finalement, de la simple affaire du Donbass, si je peux me permettre. C'est-à-dire, je pense que l'affaire du Donbass est absolument déterminante. Et ce que je pense aussi, c'est que j'ai noté que Vladimir Poutine, quand il fait des discours, insiste beaucoup sur... Il a fait d'ailleurs une nouvelle doctrine, j'ai vu ça il y a 2 jours, là, sur la politique étrangère russe, en parlant de la nécessité de l'unité du peuple russe. Il voit qu'il a affaire à des forces qui sont là pour essayer de démantibuler la Russie. Alors moi, c'est ce que ça fait depuis 15 ans que j'ai créé l'UPR, ça fait depuis plus de 10 ou 12 ans que j'ai fait des conférences pour dire que ce processus est à l'œuvre en France, comme en Espagne. Les États-Unis d'Europe que l'on fait miroiter, ça n'est pas France, Espagne, Portugal, non, non. Les concepteurs de ça voudraient avoir Bresse, País Vascos, Catalunya, Galicia, Flanders, Alsace, Corsica. C'est ça qu'ils veulent. D'ailleurs, la reconception de la taille des régions faite par ce remarquable chef d'État que fut François Hollande, pourquoi il a sorti ça d'un chapeau d'ailleurs ? Personne ne lui demandait rien. Hein, c'est comme le référendum sur l'Alsace. Comme ça, d'un seul coup, ils ont des prurites. Voilà. Ils ne font pas ce que les Français attendraient, ils font des choses que les Français n'attendent pas. Je vous renvoie à ma conférence sur les eurorégions. Vous découvrirez que les nouvelles régions françaises, qui sèment d'ailleurs la perturbation générale, eh bien, elles ont la même taille à peu près que les Länder allemands et que les États de la côte est des États-Unis. Hein, il s'agit d'avoir la même congruence administrative que les États-Unis d'Amérique,
je vous renvoie à ma conférence. Donc je pense que le président Poutine, il a compris qu'il n'y a pas seulement l'affaire du Donbass, c'est que s'il y a le Donbass, si l'Ukraine en entier avec le Donbass et avec la Crimée, mais enfin la Crimée, ça je pense que c'est perdu pour toujours et à tout jamais. Mais si tout ça basculait dans le camp de l'Union européenne et de l'OTAN, non seulement c'est les armées de l'OTAN qui sont aux frontières, mais c'est également un formidable signal et un formidable encouragement pour toutes les populations qui sont représentées dans ce forum-là. Alors évidemment, le problème, c'est que faire une guerre à notre époque, à une époque d'instantanéité des communications, de l'information, nécessite, pour qu'elle soit réussie, d'avoir la maîtrise des médias. Et de ce point de vue-là, on ne peut qu'être absolument sidéré par le fait que Vladimir Poutine, je pense qu'il a plutôt gagné, ou en tout cas il a une position très forte en ce moment en Ukraine, mais il a perdu la guerre en Occident. De toute façon, il ne pouvait pas la gagner, mais en Occident, il a perdu la guerre médiatique, puisqu'il est présenté comme l'abomination de la désolation. Alors, je ne suis encore une fois pas là pour soutenir particulièrement le régime. Je vois qu'il y a probablement, comme disait Churchill, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Mais ce que je note, c'est que lorsque les États-Unis d'Amérique sont intervenus en Irak, sont intervenus en Afghanistan, etc., les morts on les a comptés par centaines de milliers de morts civiles. Et là, bien entendu, les médias occidentaux, pas un mot. Donc, en fait, la guerre médiatique, elle est là. Donc, je pense que le président russe, il a dû balancer entre savoir qu'il serait comme ça mis au banc d'infamie dans les pays occidentaux, mais d'un autre côté, voir qu'il y a derrière une stratégie qui est en fait la stratégie de désintégration de la Russie, tout simplement. Comme il y a d'ailleurs derrière une désintégration des autres pays. Et c'est là que l'on commence à comprendre, parce que ce que je vous dis là, je pense, est dans la tête de tous les dirigeants des plus grands pays du monde. Je vous ai dit tout à l'heure que le remodelage du Moyen-Orient, ceux qui avaient à en pâtir, c'était les Turcs et les Saoudiens. Comme je vous l'ai dit, les Turcs et les Saoudiens, ils se tournent vers Vladimir Poutine.